Dans cette vidéo, je veux bien entendu revenir sur la faillite de la Silicon Valley Bank qui est en train d'agiter les marchés. Il y a eu une phase de soulagement, mais comme on va le voir, je vais vous parler que justement c'est là où il faut faire un petit peu plus attention. Donc je vais lire un article, une chronique que j'ai écrit ce week-end un petit peu pour juste centraliser toutes mes pensées. Potentiellement, ça va être un petit peu lent, mais je vous encourage vraiment à tenir jusqu'au bout parce que ce qui est dit, quelque part, c'est d'une part l'expérience de plusieurs années et de différentes faillites et de cracks, etc. Et surtout, ça va très certainement être utile pour les semaines à venir. Les choses ne changent pas aussi vite que cela. Un soulagement qui vient justement juste d'un bac des encours, ce n'est pas quelque chose de suffisant pour la confiance du marché et on va y revenir. Donc je vous encourage vraiment à tenir jusqu'au bout et si cette vidéo éventuellement vous aide à y voir plus clair, ben, tant mieux, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, donc je continuerai à faire ce genre de vidéo et à la partager éventuellement pour que ça aide d'autres investisseurs. Un risque de crédit, ça arrive vite, hein, donc 30 heures. Donc c'est toujours la même chose, ça met beaucoup de temps à se mettre en place, mais quand les choses s'effondrent, ça s'effondre vite. C'est tout ce qu'il aura fallu donc à la Silicon Valley Bank pour faire faillite. La hausse des taux rapide de la Fed, et n'oublions pas son quantitative tightening, parce que beaucoup de personnes pensent à la hausse des taux, c'est le quantitative tightening qui est surtout important, c'est-à-dire le retrait de liquidité de la money supply, etc., des marchés. C'est en train de faire, en gros, les premières victimes. Silicon Valley, c'est pas la première, mais en gros, on voit que c'est surtout une fin de bulle. Ces victimes, elles n'en sont pas. Hein. Elles sont elles-mêmes leurs propres bourreaux en ayant oublié des règles de gestion du risque élémentaire. Donc évidemment, on met un petit peu tout sur le dos de la hausse des taux, du quantitative tightening, etc. et donc de la Fed. Mais essentiellement, en fait, ce que l'on voit dans ces boîtes qui font faillite, c'est surtout qu'elles sont victimes, quelque part, de leur propre gestion du risque, qui dans certains cas a été absolument inexistante. Donc tout le monde parle évidemment de la faillite de SVB comme étant la plus importante depuis la crise des subprimes en termes de montant. C'est toujours pareil, mais c'était il y a 15 ans. Donc si vous voulez, les 300 milliards d'il y a 15 ans, c'était beaucoup plus gros que les 300 milliards d'aujourd'hui, mais on va y revenir. Donc il faut noter que Silicon Valley Bank ne fait pas faillite, qu'elle a mal géré l'argent de ses clients ou investi dans des pyramides de Ponzi ou encore dans des titres titrisés avec un paquet de milliards de produits dérivés, etc. Donc certes, elle fait défaut sur sa gestion du risque, on va en reparler. Elle paye, je dirais, l'explosion d'une bulle, mais on est loin de cette comparaison de subprime, du Lehman Brothers, etc., où on était sur des milliers de milliards de dollars de produits dérivés, donc avec du levier dans tous les sens, titrisés, collatéralisés. Donc on est loin encore de tout cela. Là, on est sur comme les fonds de gestion qui ont pété avec les cryptos ou qui ont pété avec l'explosion de la bulle des valeurs spéculatives de la tech US. On est finalement dans cette continuité-là de gens qui ont pris trop de risques, qui étaient surinvestis, surpondérés, surconcentrés. Et à un moment donné, quand la marée se retire, eh ben, ils étaient pas hedgés, donc forcément, la marée se retire, les dépôts se retirent, et on va y revenir, la psychologie des foules prend le dessus. Donc Silicon Valley Bank, c'est une banque qui est spécifique, hein, elle est liée au private equity, à la tech surtout, elle a donc participé à la folie de dévalorisation, et maintenant elle fait face naturellement à l'explosion de la bulle. En soit, SVB est juste une conséquence d'un trop plein d'argent gratuit dans le système, surinvesti sur la base de valorisation folle, et puis d'un retrait rapide avec la hausse des taux et le quantitative tightening de cet argent magique, de sa dose de drogue. Donc le problème ne s'arrête pas à la Silicon Valley Bank, hein, mais SVB a fait plusieurs erreurs dans le fait de ne pas hedger face à la remontée des taux. Et ça ne sera pas le seul, hein, et si ça commence à toucher l'immobilier, des acteurs de l'immobilier également qui ne sont pas hedgés sur la remontée des taux, c'est là où on peut avoir d'autres craquements. Hein. Donc on est en face d'une erreur classique dans une période de taux et d'argent facile. On en oublie la gestion du risque, car on part du principe que la bonne période va continuer, que le présent sera le futur. Or, tout a changé subitement avec la remontée des taux forte et rapide et le quantitative tightening, et surtout donc la baisse des valorisations. Les moindres dépôts et donc la peur in fine des clients retirant leurs billes restantes. Nous ne sommes pas en face d'un problème systémique, SVB n'est pas une cause mais la conséquence du dégonflement de la bulle sur les valorisations indécentes de la tech après 10 ans de QE et de taux zéro. On a oublié la gestion du risque, oublié que l'environnement pouvait changer, oublié que 10 ans de hausse ininterrompue et de concentration des portefeuilles dans la tech, en bourse comme sur le private equity faisaient que les portes de sortie de secours, on a oublié de les agrandir alors qu'on a continuellement agrandi la salle de concert. Et donc,
ça se piétine évidemment sur la sortie. Nous sommes en face d'une explosion de bulles et pas d'une crise économique, comme en 2001 et l'explosion de la bulle Internet. Maintenant, ces explosions de bulles sont très limitées à un secteur, mais les répercussions peuvent se projeter sur le reste de l'économie au fur et à mesure, et c'est à ce moment-là créer une récession. C'est à ce moment-là que ça devient économique. C'est quand la marée se retire que l'on voit qui nageaient à poil, et ceux qui nagent à poil sont ceux qui n'ont pas pris d'assurance, de hedge, et qui ont profité de la survalorisation d'un secteur, surinvesti, se sont concentrés, et tout cela en pensant que rien ne changerait jamais. La crise boursière deviendra alors peut-être une crise économique, mais contrairement à 2008, les ménages, les entreprises sont plus solides, et la bulle est restée cantonnée à la tech. On retire la dose de coke aux drogués, il est normal que le sevrage fasse mal. Il n'y a rien de systémique à ce stade, donc pour moi, le monde est endetté, oui, mais ce sont surtout les États et ils impriment monnaie. Donc on est loin des mêmes risques que lors des subprimes. La santé financière des foyers, des entreprises est bien meilleure. Nombreux sont ceux qui ont acté pendant le Covid des prêts long terme à taux fixe et presque zéro qu'ils n'auront pas besoin de refinancer avant 2024-2025. Et surtout, on va les refinancer au fil de l'eau. N'oublions pas qu'on a appris un petit peu la leçon de la crise des subprimes, c'est qu'on est beaucoup moins endetté. Et si on l'est à taux fixe. Il y a beaucoup moins de taux variables dans les sociétés. Alors j'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois pour faire des articles, des vidéos, pour l'exprimer justement ce point-là, et c'est le point qui doit rassurer ici. Il faudrait une récession forte et durable dans le temps pour mettre les entreprises et les ménages dans une situation financière aussi compliquée qu'en 2007. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça veut dire qu'en gros, c'est pour ça qu'on est autant résilient, c'est parce que la santé est bonne. On serait dans une moins bonne santé au niveau des foyers et des entreprises. Les répercussions peuvent être beaucoup plus importantes et beaucoup plus rapides. N'oubliez jamais que tout est relatif et que si les niveaux de dette en valeur sont plus importants aujourd'hui qu'il y a 15 ans, en ratio par rapport aux actifs, au PIB et autres comparaisons, ils sont bien moindres. Là, j'ai mis un petit graphique, je verrai si je vous le mets à l'écran, etc. Donc, après, à un moment donné, si vous voulez, quand tout va bien et qu'on continue à prendre la dette, ça devient un petit peu de la pyramide de Ponzi. Donc, parce que l'économie va bien, les gens ont un surplus d'argent, ils l'épargnent, l'investissent. Post-Covid, ce facteur a été démultiplié. Aide des États, taux zéro, argent gratuit. On finit par croire qu'il faut se dépêcher pour ne pas louper le train, concentrer ses investissements, utiliser du levier, s'endetter encore plus. Comme cela marche, cela attire plus d'épargne. Plus de 5 trillions furent épargnés aux États-Unis entre 2020 et 2022. On a du mal à se faire une idée, mais c'est énorme. Le système s'échauffe, les valorisations explosent par une demande grandissante, bien supérieure à l'offre. On ne valorise plus les sociétés sur leurs profits, mais sur leur chiffre d'affaires. On nous explique que de toute manière, c'est comme ça qu'il va falloir les valoriser et que les anciens modèles de valorisation n'existent plus. Tiens, comme par hasard, c'est ce qu'on nous expliquait exactement aussi en 2007 sur de la value, pas sur de la croissance, mais également en 2001. Bref, c'est un éternel recommencement. Les pertes ne sont même plus prises en compte, les sociétés qui font des pertes. C'est la course à la start-up, au SPAC, la course à la dette pour croître vite, à la taille critique et non pas essayer de rendre l'entreprise rentable, mais assez grosse surtout pour la revendre. C'était le seul objectif de la plupart de ces startups, c'était de rentrer en bourse ou de se revendre sur le private equity. Et c'est l'explosion du private equity, l'illiquidité du marché permet l'atteinte encore plus rapidement à des valorisations stratosphériques, encore plus d'argent se déverse, puis les taux remontent, l'économie s'essouffle, l'argent est moins facile à trouver, les valorisations baissent, les dépôts se réduisent, il n'y a plus assez de liquidité pour continuer la pyramide, les valorisations baissent un peu plus, poussent à vendre un peu et puis beaucoup avant la panique, la débâcle. Et cela d'autant plus sur un marché illiquide comme le private equity. J'avais alerté déjà en 2021 quand on essayait de rendre l'investissement de particuliers plus aisé dans le private equity, c'était la sonnette d'alarme que la bulle était à son paroxysme. Quand vous valorisez un service de livraison de repas mous et tièdes plus qu'un constructeur aéronautique ayant un quasi-monopole et rentable, c'est que la question de l'explosion de la bulle n'est pas à poser, c'est le quand seulement qu'il est. Et la chute est donc fatale. Alors, on reste sur un segment essentiellement du private equity, de la tech, c'est-à-dire que SVB seul n'est pas un risque systémique. C'est pour cela que très rapidement, le régulateur décide de fermer la boutique et de ne pas sauver. On est loin encore d'un effet domino dans l'économie réelle. On voit, il n'y avait pas énormément de produits structurés, de leviers et de collatéral quelque part
avec du produit dérivé. Donc c'est là où, en gros, on peut décider de laisser faire faillite. Parce que c'est surtout, tout simplement, une boîte qui a profité du boom et qui explose dans l'explosion de la bulle. Donc quelques clients qui sont des entreprises et des startups auront des problèmes. Les zombies mettront la clé sous la porte, celles viables trouveront un moyen de lever de l'argent, car de l'argent il y en a encore beaucoup. Les acteurs qui font faillite maintenant sont les plus faibles. Il faut se dire ceux qui avaient le plus mal géré leurs risques surtout. Alors évidemment la Fed annonce depuis que j'ai écrit ça, qu'ils vont sauver avec de la garantie justement les dépôts. On le verra, ce n'est pas forcément non plus une très bonne chose parce que ça engage aussi à sauver tout le monde dans le futur et donc à pas vraiment laisser le marché se nettoyer. Mais bref, on est là-dedans et dans du Keynes et ça fait 30 ans que ça dure, même plus. Donc la bulle a-t-elle fini d'exploser? Ça c'est la question. Je ne pense pas, car je reçois encore tellement de pubs ou de demandes d'affiliation pour des programmes au mieux légers, au pire arnaque. C'est le signe pour moi qu'il y a encore beaucoup d'argent dans le système et qui n'est pas pleinement sevré. On avait parlé justement que si la Fed voulait vraiment tuer l'inflation, elle aurait monté ses taux bien plus haut que cela, mais elle est coincée. On va y revenir. Et donc c'est pour ça aussi que le nettoyage prend autant de temps à se mettre en place. On lisse le nettoyage dans le temps, plutôt que de se prendre une grosse baffe d'un coup en mode 2008. Mais la Fed, comme on dit, elle est bloquée. Je pense elle ne pourra pas vraiment monter les taux plus haut. Par contre, elle va les garder hauts certainement assez longtemps pour continuer le nettoyage dans le temps. Jusqu'à présent, on peut se dire que l'on avait un dégonflement de bulles sain. Là, la Fed vient d'avoir un premier signe que ce qu'elle a fait vient d'arriver à un moment où elle commence à casser l'économie. Alors, on peut se dire que c'est spécifique à la tech, au private equity et que, comme dit, ce ne sont pas des marchés très importants en termes de valeur, en termes de taille, en termes d'emploi par rapport justement au marché actions au sens général et surtout au marché obligataire. Mais c'est une alerte pour la Fed que si elle continue, on commencera à faire craquer des secteurs bien plus systémiques comme des acteurs de l'immobilier par exemple. La Fed est piégée car d'un côté, elle n'en a pas assez fait pour vraiment juguler l'inflation et la spéculation. D'un autre, elle n'est pas loin de créer elle-même une récession beaucoup plus forte. La récession, ce n'est pas vraiment important. C'est la durabilité et la force de cette récession qui sont importantes. Mais en même temps, on sait gérer les récessions, donc elle risque de marquer une pause, mais de garder les taux hauts encore un moment, parce qu'il faut continuer de nettoyer et elle ne peut pas se permettre de relancer l'inflation, même si ça serait bon pour résorber un petit peu les dettes. Mais la problématique, c'est que ça relancerait également la spéculation. Donc on a besoin de continuer de nettoyer, donc on sent bien le piège, donc on va continuer d'assainir le marché jusqu'à ce que la récession prouve devenir trop importante, trop durable, qu'on ne le pense. Mais le cycle et le paquebot économique sont lents, plus lents que ce que le marché anticipe. Donc c'est typiquement du boom et du burst classique et cyclique, démultiplié par 12 ans d'argent magique qui a démultiplié les actifs au-delà des valorisations saines. Le Covid, pour moi, c'était la quintessence. Tout ce nouveau marché crypto et tech a voulu révolutionner le monde en oubliant les leçons des précédentes bulles de leurs aînés. Mais en même temps, ce n'est pas leur faute, c'est humain, c'est tout le temps pareil. Au final, comme bien souvent, en voulant tout changer, on finit par reproduire les mêmes erreurs passées. Toutes ces faillites actuelles ne sont rien de plus que le fruit d'amateurs qui se sont crus rois du monde par un exceptionnel boom de quelques années en pensant que tout durerait éternellement et que les assurances et hedge c'était pour les autres. Tout ce que l'on voit dans le monde crypto, etc., c'est typiquement les mêmes erreurs qui ont été faites dans la bulle Internet. On croit que ça va durer éternellement et il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de hedge, il n'y a pas de protection. Donc comme dans toute explosion d'un nouveau secteur, il y a des abus. Et l'explosion de la bulle permet de nettoyer le marché, puis de consacrer le capital enfin à des projets viables qui seront les leaders de demain. Le but du jeu, c'est pas de dire le secteur est pourri. Le but du jeu, c'est en fait de juste se dire que dans tout boom, vous avez des abus et à un moment donné, il faut que cette bulle explose pour que vous ayez du nettoyage et que enfin le capital aille sur les projets qui sont vraiment viables et qui vont permettre à ce moment-là, de dynamiser le secteur de manière beaucoup plus durable. Comme toute révolution, on remplace en règle générale l'ancienne équipe par une nouvelle qui finit tout au tard par tomber dans les mêmes travers qui furent la cause de la montée de la révolution. Au final, rien de neuf, nous sommes humains, ce n'est pas la faute des banques centrales, des États, du Covid, de l'argent magique. Ça aide évidemment, c'est une cause, c'est la faute comme toujours, surtout de la psychologie des foules. Et cela continuera encore et encore. Car peu importe ce que l'on apprend, nous restons des bêtes humaines qui reproduisent un schéma et si l'histoire doit nous apprendre qu'une seule chose, c'est bien cela. Mais nul doute que l'on a là la partie émergée de l'iceberg.
On voit bien les limites de la montée des taux rapides et de la réduction des liquidités dans le système et on voit bien que même si l'inflation venait à perdurer, la Fed ne peut pas se permettre de continuer à monter les taux sans mettre en faillite d'autres acteurs, cette fois-ci plus gros et potentiellement plus systémiques. À ce stade, c'est sain, les acteurs les plus zombies, scam, non rentables, trop leveragés, tombent les premiers. Dans leur chute, ils font tomber ceux un peu plus solides, mais qui nageaient quand même à poil en trafiquant à leur compte pour se donner une image plus forte que réelle, pour toujours plus prendre de dettes, etc. La question, c'est à quel niveau de hausse des taux et de QT on finit de nettoyer les parasites sans impacter ceux plus systémiques. C'est là que la marge est fine, c'est là que l'erreur des banques centrales peut se faire, c'est là que l'on transforme l'explosion d'une bulle classique et saine en une récession, voire une crise économique. La Fed est donc bloquée à un moment dans sa marge de manœuvre. Et c'est clairement le cas. Et pour moi, SVB ne vient que renforcer ce blocage qui était déjà l'analyse et l'hypothèse qu'on pouvait avoir. Ainsi, le risque de crédit, il est bien là quand même. C'est ce qui déclenche non pas une peur de récession tout de suite, mais un risque off du marché. Sinon, l'or aurait baissé aussi et le dollar serait resté fort. Là, avec la hausse de l'or et la baisse du dollar en sus de la baisse des actions et des taux, on est bien en face d'un marché qui a peur et qui sort avant de voir si le problème est contenu ou si l'effet domino se propage. C'est toujours pareil, quand vous avez un élément nouveau, on dérisque d'abord les portefeuilles et on pose des questions ensuite. D'ailleurs, intéressant de noter que la seule raison pour laquelle le Bitcoin a été créé était justement de pouvoir monter quand le dollar baissait et surtout d'être une protection face à une crise de la dette. Or, il baisse, donc il n'en est rien. Satoshi peut se retourner dans sa tombe même s'il n'est pas mort. On est bien loin de la genèse du but de la création. Et ça, pourquoi? Parce que ça a été accaparé par la bulle, accaparé par la spéculation. Donc il faut également nettoyer ça pour revenir aux bases. Que va faire la Fed? Alors la réaction de la Fed ne se fera pas sur les taux. Alors j'ai écrit ça samedi et j'ai peaufiné dimanche, donc avant que la Fed annonce qu'ils allaient faire la garantie sur les dépôts. Mais globalement, je ne change pas ce que je dis, c'est toujours ce que je pense. La réaction de la Fed donc ne se fera pas sur les taux, mais sur l'arrêt temporaire de son quantitative tightening, voire un QE ciblé et temporaire. QE ciblé et temporaire, c'est on va injecter des liquidités, donc en gros les 25 milliards pour garantir les dépôts. Mais comme ça on va impacter d'autres banques, ça ne sera certainement pas suffisant. Le marché du coup doutera que c'est suffisant et donc on va rajouter, etc. Mais le but c'est que le chevalier blanc est là. Hein. C'est bien comprendre que le chevalier blanc continuera d'être là. Si et seulement si un fonds spécial créé pour supporter les entreprises clients au bord de la faillite et potentiellement systémique n'est pas suffisant. Donc on est en plein dans ce qui a été fait finalement et annoncé hier soir. Si tel est le cas, nous aurons confirmation qu'il y a bien un risque de domino et que de plus gros acteurs sont impactés. Donc la problématique, c'est ce que je voulais dire, c'était la problématique de sauver un petit peu tout le monde, etc. C'est également, donc c'est de soulager à court terme, mais également de dire au marché que c'est un vrai problème. Et donc si on a un vrai problème maintenant, ça repose la question du niveau des taux et donc potentiellement que SVB ne sera pas la seule. Et donc jusqu'où ça peut aller. Donc on dérisque à nouveau. C'est-à-dire, c'est typiquement ce qu'on a vu, c'est on a un petit peu moins peur, donc on rachète sur le soulagement de l'annonce, mais derrière on se repose des questions et on redevient vendeur parce que on dérisque le portefeuille en attendant la suite. Donc de la même façon que beaucoup de fonds avaient une exposition trop forte aux actions technologiques avec le boom post-Covid, la chute des valorisations a mis en faillite l'essentiel de ceux qui ne géraient pas leurs risques. Potentiellement le retour des prix immobiliers au prix pré-Covid feront leur lot de victimes aussi, qui se sont trop surinvestis pendant la période du boom. Et la volatilité de la chute des prix est maintenant trop rapide et crée des besoins de liquidité. Dans le cas de SVB, le plus intéressant c'est qu'ils ont vendu des obligations et réalisé des pertes, puis fait une augmentation de capital pour retrouver cette liquidité. Et cela a marché. Cela a marché. Ce qui met SVB en faillite, c'est la peur des clients eux-mêmes avec leur retrait. Au final, dans toute explosion de bulles, les émotions prennent le dessus et poussent les acteurs à souvent vendre par peur de tout perdre. En vendant, ils réalisent souvent une prophétie autoréalisatrice. On peut alors parler de la loi Sapin 2, que beaucoup ne comprennent pas, mais voilà un exemple de foule qui prouve son besoin. C'est-à-dire que concrètement, SVB serait très certainement toujours là s'il n'y avait pas eu la peur et les retraits massifs qui s'en sont suivis. Le régulateur n'aurait pas eu besoin de halter.
puisque derrière, vous avez la contamination qui peut se faire à toutes les autres banques régionales et compagnie. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de banques et d'entreprises sont gavées de bons du trésor, achetés pendant le Covid à des taux faibles et des prix hauts. L'obligation de les vendre, c'est accuser de lourdes pertes. Il faut donc que la Fed évite ces paniques pour permettre le rollover des dettes peu à peu avec des nouveaux contrats. Ce sera des nouveaux bons. Ce sera peut-être un sujet, mais pour plus tard. Ce qui met SVB en faillite, c'est donc la peur des clients eux-mêmes avec leur retard. Au final, dans toute explosion de bulles, les émotions prennent le dessus et poussent les acteurs à souvent vendre par peur de tout perdre. On peut alors parler de la loi Sapin 2, mais aux US, la faillite de SVB peut pousser de nombreuses entreprises et particuliers à sortir le surplus des 250 000 $ qui sont sécurisés par l'État des banques régionales et le mettre sur des plus grosses banques. C'était ça le risque et c'est ce qui s'est passé ce week-end. Ce bank run peut mettre d'autres banques régionales en défaut. C'est pas pour rien que les grosses banques et surtout JP Morgan performaient mieux dans cet océan de rouge vendredi. Les institutions doivent donc rétablir la confiance pour l'éviter rapidement et dès lundi certainement parler d'un no limit sur l'assurance des dépôts. Ça c'est ce que j'avais écrit dimanche. Grossièrement, c'est ce qu'ils ont annoncé en disant que tout le monde aurait son argent. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc si la Fed baisse les taux et fait du QE, cela pousserait à penser que les marchés vont monter. Mais l'inflation resterait alors un problème qui demanderait encore des taux hauts et surtout cela enlèverait un message que la contagion Cela enverrait un message que la contagion est un risque, donc au final les marchés baisseraient même si la Fed coupe les taux. Alors quand je dis couper les taux, c'est juste faire une pause. Au lieu de faire du 0,25, faire du 0 par exemple. Donc comme j'ai pu le souligner dans diverses chroniques, quand le marché est dans la peur, la Fed peut couper tout ce qu'elle veut. Le marché, il baisse parce qu'il se dérisque. La stabilité, c'est l'instabilité. Et l'instabilité crée l'instabilité. Et l'instabilité amène la stabilité. Mais il faut du temps pour que la confiance revienne et donc les flux. Donc, ne pas oublier cela. Imaginez la faillite de Ark Invest de Cathie Wood maintenant, on se projette. Imaginez si la bulle des valeurs technologiques continuait à exploser et donc ces valeurs continuent de baisser. Des plus gros fonds comme celui de Cathie Wood mettraient la clé sous la porte si la majorité des clients prenaient peur et décidaient de vendre. Ça, c'est important dans la psychologie des foules, c'est que finalement, c'est ceux qui ont peur de tout perdre, qui finissent par vendre, qui mettent réellement en faillite les différents acteurs. Cathie Wood devrait alors vendre des actions à perte pour rembourser ses clients. Je ne vais pas regarder si elle avait du bon des trésors, mais potentiellement elle en a, donc aussi elle devrait éventuellement les vendre et donc accuser également des pertes. Et force est de constater que si les retraits sont massifs, elle ne pourrait pas vendre assez de titres sur le marché pour pouvoir rembourser les clients, en plus de faire baisser les cours encore plus. Et donc ça serait problématique. Elle serait confrontée alors à ce qu'on appelle un credit crunch, un manque de liquidité, un besoin de liquidité qu'elle n'a pas. Là, il faudrait donc soit lever des fonds sur le marché d'une autre manière, soit faire faillite. On pourrait alors reprocher à Cathie sa mauvaise gestion de portefeuille, on peut toujours. Mais in fine, la faillite serait en fin de compte non pas la faute de la Fed, non pas la faute de Cathie, même si elle a mal géré, etc. Donc c'est la cause racine, mais in fine, la vraie cause de la faillite en elle-même, c'est les clients qui retirent leurs billes tous au même moment. Donc, c'est les portes de sortie de secours qui n'ont pas été agrandies et on se piétine pour sortir. Et dans cette sortie-là, finalement, on crée nous-mêmes les raisons de la faillite. La finalité, c'est que l'éclatement d'une bulle mène aux faillites et a un impact économique par la psychologie des foules, la même qui a rendu la spéculation excessive, c'est-à-dire que la crise boursière devient une crise économique ensuite. Ainsi, c'est la crise d'un secteur, l'éclatement de sa bulle, qui par la suite cause un impact économique et en soi, on peut rapprocher cela de la bulle des dot-com de 2000 plus que de la crise financière des subprimes. Mais dans tous les cas, ces crises sont une conséquence d'une spéculation massive, de l'utilisation du crédit et du levier quand les périodes économiques sont bonnes et que tout le monde pense que cela ne peut que durer à l'encontre de toute règle élémentaire de gestion du risque. Là, on a un seul avantage, c'est que pour l'instant, on ne touche pas des acteurs qui ont des leviers énormes au sens de produits dérivés qui sont collatéralisés et donc systémiques. C'est ça qui est important et c'est pour ça que quelque part on est dans une espèce d'œil du cyclone encore. Un cycle classique de boom et de burst dont notre système basé sur la dette et la baisse des taux depuis 30 ans, il est fait. Mais il faut aussi y lier la croissance exceptionnelle que l'on a connue sur la période. Mais il y a un prix à payer chaque décennie en moyenne. Quand la complaisance prend le dessus et que les règles de gestion du risque sont oubliées pour gagner plus et plus vite, c'est là où on a des problèmes. Il aura fallu 8 ans au marché pour se remettre de la crise des subprimes, malgré les QE et les taux zéro. Ne pas oublier, parce qu'aujourd'hui, on continue de fustiger les QE, les taux zéro pour les problèmes d'aujourd'hui, mais pendant 8 ans, ça a été le cas.
Et le marché est monté, certes, mais il n'est pas monté frénétiquement. Donc c'était un problème de confiance. Et donc, au bout d'un moment, il faut bien réaliser que la Fed peut injecter tout le pognon qu'elle veut. Si les gens n'ont pas confiance et n'ont pas envie de prendre de risques, ce pognon-là n'est pas réinjecté dans la hausse des actifs ou n'est pas réinjecté dans l'économie. Donc ça, il faut bien comprendre également. Donc on fustige aujourd'hui parce que le marché était en confiance, etc. Et donc en 3 ans, on a créé des bulles pas possibles. Mais il faut bien vous dire que moi j'étais là, sorti de la crise des subprimes, etc. On avait tous les mêmes éléments, QE, taux zéro, etc. On rase gratuit. Et pour autant, les marchés montaient, certes, mais ce n'était pas frénétique. Okay, donc la question est de savoir jusqu'où le cycle peut se répéter. Y a-t-il une limite et si les 30 années de cycle de baisse des taux sont arrivées à leur fin, ou est-ce que le monde va à la japonisation et tend vers la déflation, je dirais, long terme des prix et de sa population? Ça, c'est pour une vue peut-être plus long terme. Il y a tout un tas d'autres éléments. Donc voilà un petit peu pour ces éléments-là dont je voulais vous parler. Vidéo certainement un petit peu longue, mais pour moi, il y a la quintessence de tout. Et en gros, on va faire que se répéter ces prochaines semaines. Donc c'est ça l'essentiel. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, à liker la vidéo également si vous trouvez que c'était intéressant. Ça aidera éventuellement à la référencer, à aider d'autres investisseurs. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux également. Ça peut donner une vue plus large, j'espère, pour éviter peut-être de paniquer. À la fois, non pas d'être optimiste ni pessimiste, mais d'être opportuniste. C'est ça la clé et c'est ça l'objectif, d'être toujours dans la nuance et rester objectif pour commenter ce qui se passe réellement devant nos yeux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire, quelle est votre vision, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les graphes!